Jeudi, économie. Votre émission d'actualité économique. Plus on possède de la technologie, plus on est souverain. Aujourd'hui, je dirais quand on est bien formé, on est très très bien formé. Universitaire algérien. Les acteurs de l'économie nationale et internationale se retrouvent chaque jeudi autour d'un thème lié au monde économique. La compétitivité d'une économie nationale. Tous les industriels qui ont des projets d'efficacité. Cet événement rassemblera plus de 100 opérateurs du secteur énergétique. Disons économie tous les jeudis de midi à 13h avec Asma Rezik. Jeudi économie. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission économique, Jeudi Économie. La lutte contre la corruption et la bureaucratie, encourager les jeunes à l'entrepreneuriat ou même la numérisation, ce sont là les bases de l'économie d'aujourd'hui, une économie plus solide et transparente. Le président de la République s'était engagé à poursuivre et à intensifier la lutte contre la corruption qui a ruiné le pays et pas que. La prise en charge des préoccupations des citoyens des zones d'ombre est devenue effective et aujourd'hui, des régions dans l'Algérie profonde que certains n'en avaient jamais entendu parler font l'objet d'attention particulière malgré le contexte pandémique actuel. Il faut savoir qu'au cours des dernières années, il a été constaté une importante évolution de l'esprit d'entreprendre chez les jeunes en Algérie, engagés par les différents dispositifs de financement et de création d'entreprises mis en place par le gouvernement dans sa politique de lutte contre le chômage. Des ingrédients qui visent la construction d'une économie plus forte. Quel constat peut-on faire de la situation actuelle? Quels sont les défis à relever? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, je reçois sur ce plateau M. Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Est avec nous M. Chemseddine Bzitouni, président de Gilles Capsé, la Confédération algérienne du patronat citoyen. Est avec nous également M. Mahfoud Megatli, secrétaire général de la Confédération générale des entreprises algériennes. Merci donc mes invités d'avoir accepté notre invitation. L'économie repart donc sur de nouvelles bases. Déjà parmi les priorités, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Le président de la République l'a érigé en nécessité absolue pour restaurer l'autorité de l'État. Comment traduire cet intérêt, M. Kaoubi ? En premier, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs de la radio internationale. Donc, objectif important, donc lutter contre la corruption, et parce qu'il a atteint des degrés inadmissibles, des degrés qui ont touché même à l'équilibre de la sphère économique et institutionnelle du pays. Réorganiser l'économie, bâtir sur de nouveaux principes, et aller vers des réformes profondes pour transformer l'économie nationale du mode d'organisation d'aujourd'hui. Et la chose la plus importante et le défi le plus grand qui permettrait donc d'éradiquer ce mal qui ronge le pays qui s'appelle la corruption. Il faut insister sur une chose, que la corruption est la conséquence d'un mode d'organisation, aussi bien de la sphère administrative que de la sphère économique. La corruption n'est pas un fait marginal, comme ça existe dans d'autres pays. Il est le résultat d'une alliance entre une médiocrité administrative et une sphère de piraterie économique. C'est ce qui a donné lieu à la naissance d'un concept qui existe en économie et qui s'appelle le concept de la piraterie. Et donc qui détourne la richesse au lieu de créer de la richesse. Et le mal profond qui concerne l'économie et la pratique de la gestion institutionnelle en Algérie est un mal profond qui est une conséquence de cette organisation. Et lutter
d'une manière sérieuse et radicale, passerait nécessairement par une nouvelle organisation de la sphère économique et institutionnelle. Sinon, ça sera des campagnes, comme on a l'habitude d'assister, des campagnes qui prennent une dimension juridique et juridictionnelle, sans que cela n'aille à assécher les sources qui sont à l'origine d'un phénomène qui a pris une ampleur inégalable ailleurs. Oui, M. Bizzitoni, justement, lutter contre la corruption, une priorité absolue pour un plan de relance économique efficace. Tout à fait. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs et à tous les Algériens. La corruption peut être un concept très large. Monsieur Kaoubi a parlé de l'aspect, je retiens le mot équilibre. Moi je dirais il ne faut pas non plus parler que de la corruption qui n'est pas légale. Il existe aussi d'autres formes de corruption éventuelles que nous pensons être juste légales. Aujourd'hui, il y a ce que j'appelle moi personnellement la corruption sociale, orienter une population, une frange de la société, une jeunesse vers des modes opératoires économiques qui ne sont pas réellement économiques et pour des raisons que nous pouvons savoir, que nous avons déjà vu les schémas habituels, c'est une forme de corruption. Désinformer une jeunesse sur une orientation et lui faire croire qu'elle entreprend est aussi une forme de corruption selon moi. Donc effectivement, il faut pallier tout ça, il faut éradiquer la corruption sur toutes ses formes, y compris celle qui est invisible. Et dans l'équilibre, le plus difficile, c'est de bien voir la machine, surtout l'information que nous n'avons pas. Et malheureusement, chez nous, il existe une bonne partie du spectre économique que nous ne voyons pas. Non seulement par le manque de données, mais aussi par le secret des affaires, ou tout simplement par une culture à installer. Oui, en tout cas, M. Megatli, la machine a été lancée dès début 2020, donc pour lutter contre ce phénomène, donc la lutte contre la corruption qui est primordiale. Effectivement, merci pour l'invitation. Je vous dis franchement, concernant la corruption, pour moi, la corruption a commencé, ça fait très longtemps. Et moi, je vais aux origines de cette corruption. Les origines de la corruption, c'est bien la bureaucratie. Quand vous partez dans les administrations où on vous ferme toutes les portes, c'est pour vous ramener vers un chemin pour aller vers la corruption. Et ça, c'est très très important. Si on ne lutte pas en parallèle contre la bureaucratie et la corruption, et je crois qu'il y a beaucoup d'exemples, on ne pourra peut-être pas les citer maintenant, mais on pourra citer beaucoup de choses. Pour moi, si on arrive à éradiquer la bureaucratie et à donner la transparence, la visibilité au secteur économique, je pense que la corruption partira de elle-même. Voilà ce que j'ai à dire. Oui, justement, en parlant de cela, Monsieur Kaoubi, donc la lutte contre la bureaucratie, qui est un chantier tout aussi nécessaire afin de redynamiser l'économie. Les directives donc ont été données en ce sens. La bureaucratie exaspère le sommet de l'État. Quelles sont peut-être les attentes ? Les attentes, c'est la réforme que tout le monde attend depuis plusieurs décennies, malgré les effets d'annonce à chaque fois. Donc, là, une réforme qui fait à ce que l'administration soit à la disposition du monde économique, un monde créateur de richesse, et non pas un instrument qui est chargé de la répartition de la rente et qui est donc chargé, qui in fine procède à des alliances d'intérêts qui s'opposent à la logique même de création de richesse. Et donc cette réforme passerait par changer la logique de fonctionnement de l'administration, donc ses objectifs, son mode d'organisation, donc qui doit être basé par des logiques de centre de produits. Là, sur les aspects économiques, il y a les aspects puissance publique qui sont classiques et que je laisserai à côté parce que la chose la plus importante, c'est cette administration économique dont on a énormément besoin et qui fonctionne très très mal aujourd'hui. Donc,
et un nouveau mode d'organisation, une répartition spatiale, selon soit des pôles de création de richesses, des pôles régionaux, des pôles sectoriels, etc. Mais aussi, c'est de nouveaux instruments de la gestion de la chose publique. On parle énormément de numérisation, on parle de management par objectif, on parle d'efficacité, on parle d'efficience, etc. Mais malheureusement, ces concepts ont une existence beaucoup plus conceptuelle qu'une réalité pratique qui se traduit dans le terrain. Et quand on parle de tout cela, ça passe systématiquement par un changement de profil de manager ou de responsable qui doivent opérer autrement selon des contraintes liées à la création de la richesse, à l'optimisation des gains sociaux et donc de maîtriser des instruments de management différents. C'est ça ce qu'on souhaite. Malheureusement, le poids de l'administration est tellement important, sa puissance est tellement féroce qu'à chaque fois, il y a une résistance terrible qui fait que les projets, qui souvent ne sont pas conçus d'une manière très, très efficace, qui prend en charge cette force de résistance, et donc à chaque fois, les tentatives de réforme échouent parce que la logique de fonctionnement, elle reste entière, l'instrument de répartition reste l'administration, et là, si on n'inverse pas cette vapeur, que la richesse se crée par le bas, donc par les entreprises, que cette administration devrait avoir une connaissance parfaite des opérations économiques et qu'elle doit être à la disposition, parce qu'en réalité, une administration, elle doit être à la disposition de la chose économique. Si on n'est pas sur ce schéma, on restera sur un système qui produit systématiquement la corruption, quand bien même on peut légiférer, on peut mener des campagnes, mais en fin du compte, on aura un système qui fonctionne sur la captation, sur les intérêts et sur les alliances. Et la réalité, depuis très très longtemps, donc depuis l'indépendance, on est sur cette logique. Bien sûr que la dimension est différente, que l'ampleur est différente, mais on est sur un système qui produit la corruption. D'où l'importance donc de revoir les choses justement sur cette même sur ce même ordre d'idées, Monsieur Bzitouni, donc par rapport au problème, au phénomène de la bureaucratie. Donc l'appel a été même lancé donc lors du dernier conseil du gouvernement. Donc il y a eu donc l'instruction du Premier ministre donc à l'effet d'accélérer le processus de simplification engagé en matière de facilitation administrative pour la relance économique. Donc la bureaucratie, un frein à l'économie moderne, à l'économie créatrice de richesse. Alors maintenant, je vais mettre une casquette qui porte plusieurs couleurs, celle du porte-parole d'une communauté de jeunes entrepreneurs en détresse. En détresse, pourquoi ? Parce que, vous l'avez bien dit, Conseil des ministres, on a l'impression aujourd'hui, là je vais vous parler d'une manière très terre-à-terre, sur le terrain, en tant qu'utilisateur d'un système, en tant qu'utilisateur d'une politique publique, que nous avons une volonté de politique économique, que nous sommes sur le terrain et entre nous, il y a une zone grise. Il y a une grosse machine sclérosée que nous pouvons appeler administration. Zone grise, je préfère l'appeler zone grise réellement, on ne sait pas ce qui se passe dedans, pourquoi, mais il est clair, elle est très forte. Elle est très forte, elle impose une réalité très amère sur le terrain. On peut parler d'administration économique, on peut parler d'agilité, on peut parler de beaucoup de choses. Les opérateurs historiques dans l'économie traditionnelle souffrent déjà. Donc vous imaginez la version, la V2 de l'entrepreneuriat, la version agile, rapide, celle qui n'a pas de temps à perdre avec des administrations, qui n'a pas de temps à perdre avec des considérations de papier, de signature, de cachet, de personnes malades, de personnes qui n'a pas le moral, ou de personnes qui ne veulent juste pas travailler, alors qu'elle est censée innover, changer le monde, installer l'Algérie dans un paysage mondial très très compétitif. Aujourd'hui, c'est vraiment une détresse. On a besoin d'avoir une administration économique fluide, mais plus que ça,
plus urgent que ça. Nous avons besoin d'aller tout de suite dans une administration agile. Une administration prête à comprendre certaines choses qui sont très difficiles à expliquer. Vous avez aujourd'hui des entrepreneurs qui écoutent des appels, pas plus tard qu'hier, et là je vais vous parler d'un cas concret. J'étais en discussion avec un jeune entrepreneur et j'aimerais bien qu'on parle par la suite du mot jeune, pour ne pas trop tomber dans le jeunisme et de redéfinir selon notre plaidoyer c'est quoi la jeunesse économique. Il est venu pour voir comment il peut s'installer en Algérie. Il est algérien. Il est parti à un jeune âge, où il était enfant, vivre dans un autre pays, aux Émirats Arabes Unis. Il a créé plusieurs entreprises, il a 34 ans, ça fait 14 ans qu'il crée de la richesse partout dans le monde, et aujourd'hui il veut s'installer en Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il a entendu une volonté, il a reçu des signaux. En venant ici, il a programmé un séjour d'1 semaine. Hier, je le vois, il m'a dit, j'ai étendu à 2 semaines. Pourquoi ? Parce que je cherche un simple local où je pourrais installer une activité informatique, il y a de la data, il y a tout ça, et je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Il n'a pas lâché parce qu'il tient, parce qu'il voit qu'il y a aussi un pragmatisme économique, un patriotisme économique d'un côté, voilà. Mais il y a le pragmatisme économique, et on aura le temps d'en parler. Aujourd'hui, on peut être patriotique, on peut être patriote économiquement sans être forcément sur le territoire national. Mais les freins sont là et l'impact est très grave. Il y a l'impact que nous vivons, c'est des pertes. Nous avons depuis le début au sein, à travers la Confédération algérienne du patronat citoyen, parlé de ça, dénoncé ça. Nous avons même qualifié ça de terrorisme qui sévit aujourd'hui et qui crée des pertes énormes. Oui, Monsieur Megatli, donc sur ce point-là, donc la bureaucratie, un frein à l'entrepreneuriat des jeunes notamment. Oui, effectivement, à tout le monde. Bien sûr, plus précisément, notre pays est jeune. Nous avons une jeunesse qui est pratiquement entrepreneur. Et moi, ce que je vous dis franchement, cette bureaucratie, moi, ce que j'ai remarqué, une chose, c'est que la décision, vraiment, au niveau supérieur, au niveau politique, oui. Ils ont une volonté d'aller vers des réformes. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est pas ils ont c'est la décision, ce sont les décisions où il y a l'exécution, au niveau d'exécution. Et là, on ne trouve pas le frein, on trouve carrément les portes fermées, carrément les portes fermées. Nous recevons pratiquement tous les jours des gens qui viennent de l'intérieur du pays et ils nous disent il n'y a aucune réforme. Il n'y a aucune réforme. Moi, ce que je vais lancer ici, à travers vos ondes ici, c'est beaucoup plus la mise à niveau de nos dirigeants qui servent l'économie. Ça, c'est très important. Il faut que même que ces gens-là doivent changer leur mentalité, doivent changer leur vision au niveau pour essayer d'alléger un petit peu notre économie. Demander pour investir, aller dans une agence, moi, je ne souhaiterais même pas qu'il y ait cette agence-là. Moi, je souhaiterais que l'investissement soit libre, bien sûr, codifié autour d'une loi et en marche. On n'a pas besoin d'aller dans une agence pour investir. Libérer les initiatives. On l'a dit, ça fait plusieurs années. On n'a pas besoin d'agence pour aller chercher des avantages. Ça doit être codifié autour d'une loi et c'est pour le régime général, au niveau, bien sûr, l'investissement au niveau du nord, au niveau du haut plateau, au niveau du sud. Et les avantages sont définis par cette loi qui régit tout le monde. Et c'est ça un petit peu. Allez aujourd'hui au niveau local, au niveau des walis. Les walis aujourd'hui ils nous l'ont dit, on gère le Covid, c'est tout. On ne gère pas l'économie. Alors que c'est eux les premiers, au premier plan, qui doivent eux-mêmes, j'allais dire, à ramener l'investisseur dans leur wilaya. C'est eux qui doivent aller chercher l'investisseur dans leur wilaya. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est au niveau des mentalités qu'il faudra carrément les changer. En tout cas, la volonté y est. La volonté politique, bien sûr. Voilà. La volonté politique, elle existe, elle est affichée. On l'a vu le mois d'août. Exactement. Les directives ont été données en ce sens. Oui. A réuni les opérateurs économiques avec l'ensemble. Il a clairement dit, allez-y, investissez. Bien sûr. Parce que c'est la seule chose qui puisse nous sortir de ce marasme-là. Allez-y, investissez. Même il a donné instruction aujourd'hui aux opérateurs
aux gestionnaires du secteur public, ne mettez pas dans vos poches. Allez-y, prenez des initiatives. Oui, M. Kaoudi. Effectivement. Mais pourquoi ça ne donne pas de résultats en réalité? Puisque le monstre qui est l'administration et le degré d'organisation informelle au niveau de l'administration est tellement compliqué à démonter qu'on ne peut pas le faire uniquement avec des instructions. On ne peut pas le faire aussi uniquement avec des campagnes juridiques de lutte de corruption. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit opérer. On doit opérer par une réorganisation. La réorganisation doit changer le mode de fonctionnement, le mode d'organisation, les instruments. Tout le monde parle de numérisation actuellement parce que c'est devenu à la mode. Mais si on n'a pas de système d'information qui traduirait la nouvelle organisation, qui permettrait d'avoir cette transparence et cette visibilité, et qui permettrait aux compétences d'émerger, et qui permettrait au mode de sanction et d'évaluation d'être opérationnel, on n'aura rien fait. Le problème, oui, la volonté, mais le processus, comme disait M. Megaltili, de transformation, la chambre noire, de passer de la décision politique au mode opératoire et à la réalité de tous les jours, c'est ça ce qui est compliqué. Et ça demande de la connaissance, de l'expertise. Et c'est un très grand chantier qui doit être ouvert, confié à des experts qui connaissent la chose, qui diagnostiqueraient les maux et qui permettraient de mettre en place la machine de réforme avec un calendrier précis et avec à l'aide d'instruments efficaces. Sans cela, on restera sur de la volonté qui malheureusement ne transformera que peu la réalité, car l'administration, c'est le plus grand parti en Algérie. Il y a du formel, il y a de l'informel. La puissance, elle est terrible, parce que les intérêts sont colossaux. Et on a laissé faire pendant des décennies. Et maintenant, les alliances, vous avez vu ce qui s'est passé. On est à l'aube, à la veille du deuxième anniversaire du Hirak. Et on a vu tous les dégâts que cela a causé sur les équilibres économiques et même institutionnels. Bien sûr. En tout cas, dans ce nouveau plan de relance économique 2020-2024, il est primordial de laisser et encourager les jeunes pour être les décideurs dans plusieurs domaines. Et nos jeunes, donc, sont prêts. Monsieur Bzitouni, à votre avis, quelles sont peut-être les motivations et les freins des jeunes à entreprendre ? Les motivations, on peut passer, je pense, toute la journée à en parler, mais les freins, je vais le résumer en un seul mot, il faudrait déconfiner la jeunesse. Je l'utilise de manière directe. Aujourd'hui, du moins c'est le plaidoyer que nous portons, nous, au sein de la CAPC, à travers le GIL. Nous voulons que la jeunesse soit soustraite à ce prisme, à ce paradigme, à cette force qui est de la mise sous tutelle. Le jeune a toujours été confiné dans un cercle, on l'organise, on le met dedans, on essaie de l'aider, et même dans le langage urbain, le jeune miskin, entre guillemets. Le jeune, faut lui donner, faut l'accompagner par la main, faut l'aider, et ça s'est répercuté sur la vie, dans la vie économique, dans les mécanismes, et à travers aussi l'administration et tous les autres outils. Pourquoi est-ce que nous devons donner à la jeunesse un crédit ou un marché juste pour espérer qu'il travaille et qu'il soit content? Non, c'est un opérateur économique, comme tous les opérateurs économiques. Il doit être confronté à cette force, à cette férocité, à ce marché, à cette compétitivité internationale et non pas que nationale. Il ne faut pas le cloisonner dans un assistanat, puis le considérer comme mineur. Par contre, c'est une jeunesse qu'il faut considérer comme véritable levier, comme un véritable phare qui aiguille, qui explique, qui transfère cette connaissance, qui l'appréhende mieux qu'un décideur, qu'un politique, qu'un manager ou un administrateur. Et par contre, lui mettre le cadre. Lui mettre le cadre, mais il faudrait d'abord savoir le cap. Où est-ce que nous voulons aller? De quoi est-ce que nous avons besoin?
Aujourd'hui, dans une économie hyper mondialisée, il ne faut pas qu'on oublie qu'on n'est pas juste seul dans un monde qui est en train de nous rappeler tous les jours qu'il est ici. Le monde est en Algérie. Et nos Algériens sont dans le monde. Essayons de composer avec ça. Bref, le cap, faut qu'il soit donné. On parle de start-up, on parle d'économie fondée sur la connaissance, on parle de compétitivité industrielle, de nouveaux buzzwords, la transition énergétique. Il y a un sac de mots, il y a de grosses modes. Mais par contre, l'écosystème global, les écosystèmes particuliers, où est-ce que nous voulons positionner l'Algérie? Nous, Algériens, aujourd'hui j'ai 30 ans, à 50 ans, qu'est-ce que je veux dire au monde? Et c'est ça dont nous avons besoin, c'est la seule chose dont nous avons besoin, que ce soit du politique ou de l'administratif, nous dire où est-ce qu'ils voudraient, avec notre concertation, aller. Et là, nous saurons ce qu'il faut faire et nous pouvons épargner toutes les mesures financières et toutes les aides et appuis. Monsieur Bezitouni, on parlait donc de jeunesse économique. Comment définir peut-être le concept? Merci pour la question. Effectivement, la question de la jeunesse, c'est une assez grande question et paradoxalement, elle est vieille. La jeunesse, on l'a définie selon les institutions internationales sur le plan de l'âge de la personne. Après, même sur ce plan, il n'y a pas de consensus. C'est 16-24 ans, je crois, selon les institutions onusiennes. Dans d'autres secteurs, on peut aller jusqu'à 40 ans, notamment l'économie. Mais moi, je dirais que toute l'Algérie est jeune. Sur le plan de l'économie, nous n'avons pas des PME qui ont 150 ans d'âge ou plus ou moins, mais nos entreprises, je pense qu'on est, je laisse l'expert parler, dans des âges de 25 ans, 20 ans, peut-être moins. Donc de manière générale, déjà là je parle d'économie traditionnelle, elle est jeune, c'est un pays jeune, c'est un marché émergent et c'est une économie jeune. Pour revenir à la composante anthropologique, oui, même sur ce plan, c'est une population très jeune. Nous sommes une population très jeune. Et alors nous, au sein du GIL, CAPSE, nous appréhendons la jeunesse sur 3 dimensions. La première, c'est l'âge de la personne. Donc là, on s'aligne sur les moins de 40 ans. La deuxième, c'est l'âge de l'entreprise. Et la troisième dimension, qui est très qualitative, c'est la jeunesse de l'esprit. Je m'explique, c'est pas très philosophique, je vais être très concret ici. La jeunesse de l'esprit, je veux dire par là, c'est l'économie d'aujourd'hui et pour l'avenir. Les nouveaux modèles économiques, les nouvelles chaînes de valeur, et la nouvelle création de valeur. Et là, nous y mettons la start-up, nous y mettons aussi les entreprises qui versent dans l'économie fondée sur la connaissance et celles qui voient l'économie réellement du futur à travers une prospective stratégique. Donc pour nous, la jeunesse, c'est ces 3 dimensions, la personne, l'entreprise et le modèle économique. Pourquoi? Parce que ce qui les unit, c'est déjà la nouveauté de l'acte, d'entreprendre, mais aussi la vision. Une vision qui commence à créer une rupture avec l'économie que nous appelons traditionnelle ou classique. Et je pense que révolution dans la révolution économique, il s'agit de remettre à niveau notre économie, de modifier sa trajectoire, mais de l'orienter vers une trajectoire, celle du monde, celle où va le monde. C'est pour ça que la jeunesse aujourd'hui a une responsabilité énorme. On se situe vraiment, notre curseur aujourd'hui est à un point décisif. Si nous ratons ce virage, et on l'a souvent dit, moi j'entends ce discours depuis que je suis au primaire, et si nous ratons ce virage encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas d'autres, et nous sommes partis pour 50 ans, encore. Si toutefois le monde garde ses règles actuelles. Donc la jeunesse, c'est tout le monde, j'ai envie de dire, mais pour résumer, c'est vraiment ceux qui ont la force de faire les choses, parce qu'il faut qu'il y ait de nouveaux combattants pour qu'une deuxième génération vienne peut-être et profite un peu de ces infrastructures administratives, économiques et sociales. Oui, Monsieur Megatli, justement, donc les jeunes entrepreneurs, l'avenir de demain, de l'économie de demain. Écoutez, les jeunes entrepreneurs, l'avenir de demain, je crois que moi, je ne suis pas très pessimiste, je suis optimiste quand même. Nous avons des jeunes, il faut qu'ils soient battants, il faut qu'ils se battent. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut que nos jeunes aujourd'hui se mettent sur le terrain et qu'ils se battent. C'est vrai qu'ils éprouvent d'énormes difficultés. Écoutez, ma génération, moi, n'a pas connu l'économie de marché. Nous avons connu uniquement l'économie dirigée.
Mais aujourd'hui, nous sommes vers la transition de l'économie de marché vers l'économie, de l'économie dirigée vers l'économie de marché. Moi, je pense que c'est difficile, c'est douloureux, et je souhaite que ça va aller le plus rapidement possible pour essayer de relancer notre appareil de production. Si on relance notre appareil de production, c'est vrai, certes, nous avons des problèmes, nous avons beaucoup de problèmes à régler. Moi, le premier problème, comme l'a dit le président du CNEX, aujourd'hui, la bureaucratie, c'est le cancer de l'économie. Si on arrive à réformer l'économie, surtout à la mise à niveau des gestionnaires de l'économie, ça ira beaucoup mieux, Inch'Allah. Monsieur Kaoubi, donc quelles mesures seraient à votre avis susceptibles de dynamiser l'entrepreneuriat chez les jeunes ? Qui redynamiserait l'entrepreneuriat d'une manière générale. Moi, personnellement, je suis contre le clivage jeune, jeune vieux. Une entreprise, il n'y a pas d'entreprise jeune ou d'entreprise vieille. Donc, c'est une approche qui peut être sociale, qui peut aussi être la conséquence d'un discours paternaliste qui réduit un petit peu la consistance que peut avoir une entreprise. Une entreprise jeune, une entreprise doit avoir un système immunitaire qui lui permet de prospérer, de se développer et de lutter contre un environnement qui n'est pas systématiquement favorable. Et ça, c'est la nature même de l'entrepreneuriat. Donc, et ça le système immunitaire, ça s'appelle une organisation, une maîtrise de processus de production, une maîtrise de processus de management donc à l'intérieur. Et donc, c'est un combat quotidien qui consiste à maîtriser les incertitudes de l'environnement extérieur et intérieur de l'entreprise. Ça, pour parler sur la base de concepts économiques. Le reste, ça peut être du domaine du discours. Et là, je répondrai à votre question. Qu'est-ce qui serait nécessaire de faire pour qu'il y ait une dynamique? La chose la plus importante, l'entreprise a besoin d'un marché. Et le marché, c'est le terrain où se disputent les compétiteurs, qui sont les entreprises. Et ce marché devrait être dimensionné, donc devrait avoir des règles qui le régissent. Et ces règles doivent obéir aux fondamentaux de l'économie. Tout à fait. En matière de prix. Et là, tant qu'on garde notre dualité de prix, que ce soit du prix de change, que ce soit des prix de produits et services, donc des subventions, avec une dimension actuelle, on pervertit le prix et on vide l'équation économique d'un élément important qui est le prix, et qui permet de partager entre les compétiteurs. Le système de réglementation, s'il est, et là, je parle de l'administration et du système juridictionnel, qui est important. Donc, qui arbitre, qui fixe les règles dans ce marché, c'est l'administration, à travers la réglementation, à travers la législation. Et cette administration, doit être compétente, doit connaître les opérations, parce que si on ne connaît pas parfaitement les opérations, on ne peut pas réglementer, on ne peut pas fixer des règles. D'où tout le monde parle d'instabilité de texte. Pourquoi il y a une instabilité de texte? Tout simplement parce qu'en grande partie, on ne connaît pas la chose dont on légifère. Et la deuxième des choses, cet arbitre qui est l'administration doit être impartial. Donc c'est là où on parle de la bureaucratie. La bureaucratie, au sens de Max Weber, c'est une science, c'est un mode d'organisation. Donc ce n'est pas un mal en lui-même. C'est la perversité, c'est la prise de position que peut prendre l'administration pour le compte de certains contre certains, qui vide de sens la compétition au niveau d'un marché. Donc, on a besoin de marché pour les entreprises, pour que l'excellence puisse émerger, pour que l'organisme, pour que les outils peuvent avoir tout leur sens. C'est ça la chose la plus importante. Et donc, cette impartialité, c'est une lutte contre la logique de piraterie qu'on peut désigner comme bureaucratie. Et on a besoin d'un système juridictionnel qui est impartial aussi, qui est le deuxième recours. Quand il y a un litige, on va vers un arbitre, un deuxième arbitre qui n'est pas l'administration.
et qui est la justice, et qui doit connaître la chose économique, et qui doit agir rapidement, et qui doit aussi être impartial. Vous voyez, notre problème réside à ce qu'on n'a pas de marché. On a des marchés. On a des marchés des biens, on a des marchés de services, on a des marchés de l'administration. Et c'est quoi un marché, des dualités de marché? C'est des comportements différents en face d'un seul phénomène. C'est comme un médecin, en face de la même pathologie, il donne ordonnance des traitements différents. Et vous voyez, si on est en face de situations pareilles, on vide de sens la compétition. Et la compétition est le seul moyen qui permet l'excellence. Ce qui nous a permis de vivre dans cette tracité, c'est la rente pétrolière. Parce qu'on était dans des logiques de distribution, de redistribution. Et là, on annonce la réforme. L'Algérie nouvelle passe systématiquement par une organisation, par une réconciliation avec les fondamentaux du marché. Donc, si on reste sur l'idéalité de marché, et on se plaint de l'autre côté qu'il y a un marché parallèle, qui malheureusement souvent est le marché qui fonctionne qui respecte les fondamentaux de la rapidité et de la rationalité économique. Alors que le marché officiel s'inscrit en porte-à-faux avec la logique et la rationalité, parce qu'il est maintenu par une rente, quelque chose qui s'appelle la rente. Maintenant, la rente n'existe plus. Le marché mondial a énormément changé. Évolué. La compétition s'installe. Je vous donne un exemple, Singapour. C'est un nouveau pays aussi. Mais ce n'est pas une raison qui l'a empêché d'attendre des siècles pour transformer son économie. Donc le temps, c'est l'élément fondamental dans cette équation. On a une jeunesse, on a des adultes qui ont de l'expérience. La jeunesse aussi est adulte. La jeunesse est aussi adulte. Non, je vous dis l'expérience, parce que souvent, l'expérience, c'est à travers le vécu, hein, oui. Ce n'est pas l'âge. Oui. La nuance, elle est très très importante. Je suis d'accord. Très très importante. Donc, c'est le mix qui va faire l'excellence. Bien sûr. Et c'est le marché qui va départager. Et il faut que ce marché soit régi par des règles, comme les règles qui régissent la compétition ailleurs. Pourquoi les adultes, ou les jeunes, ou les moins jeunes, ou les vieux, quand ils partent dans d'autres cieux, ils arrivent à émerger. Parce que les règles permettent... Le bain est là. Donc, fixons des règles qui permettent l'émergence de l'excellence. Qui dit... oui, je voulais juste rebondir à ce que vient de dire M. Kaoubi en parlant de comment il a bien donné du contenu à cette réforme. C'est ce que je disais tout à l'heure, V1, V2 de la réforme. On essaye d'installer une V1 de cette réforme. Ouais. Alors qu'il y a une jeunesse, et là je parle de la jeunesse au sens socio-anthropologique, qui a besoin d'une V2 déjà. Donc nous sommes déjà en retard sur ce que nous faisons. Et une jeunesse, on est fier de dire à chaque fois, nous avons 2 millions d'étudiants sur les bancs de l'université. C'est magnifique, c'est beau. Mais si vous permettez, je vais vous parler un peu de ces 2 millions de citoyens algériens au sens large. C'est des gens qui sont hyper connectés. Des gens qui sont hyper connectés, ceci a un impact sur eux. C'est des gens qui sont déjà connectés à des communautés virtuelles internationales dans le monde. Donc leur esprit d'appartenance est déjà global. Deuxièmement, c'est des gens, c'est des personnes, c'est des citoyens qui sont dans ce qu'on appelle le real time, c'est-à-dire l'instantané. Une illustration, quand vous prenez vos smartphones, et aujourd'hui tout le monde a un smartphone, vous scrollez. Le fait de scroller, c'est de glisser avec le pouce. Votre temps de scroll est de plus en plus rapide. Pourquoi ? Parce que vous absorbez plus rapidement. Après, les vitesses diffèrent de votre capacité à être digital, ou bref, c'est un détail. Troisièmement, l'utilité. C'est une génération qui cherche l'utilité. Elle ne pourra jamais être fonctionnaire au sens traditionnel. Même si nous avons besoin de fonctionnaires. Donc il faut aussi réformer pour le capital humain dans la fonction publique. Donc elle cherche l'utilité. Il y a beaucoup de caractéristiques. Je terminerai par la quatrième qui est la hiérarchie. Le sens de hiérarchie a été réformé déjà dans les esprits de cette génération. La hiérarchie, c'est pas N, N-1, N-2 étages entre nous et une porte fermée. La hiérarchie, elle est sur tous les plans, surtout sur un aspect de valeur et non pas sur un aspect d'autorité, d'autorisation de monsieur le DG, de monsieur le directeur et ainsi de suite. C'est juste des facteurs, quelques caractéristiques qui vous donnent une idée sur ce capital humain dont nous sommes fiers en termes de nombre, mais si on se penchait un peu sur sa composante, sur son ADN, on comprendrait qu'il faut vite aller sur une V2 de cette réforme de l'administration. Sinon, ces 2 millions
seront 10 demain et leur économie, ce ne sera pas l'économie officielle et réelle. Oui, donc justement sur ce point-là, M. Bzitouni, qui dit mondialisation, qui dit modernisation, dit nouvelle technologie. Donc l'autre défi de l'heure, la numérisation, pour assurer rapidité et transparence, qui sont donc des éléments très importants pour l'économie. Qu'est-ce qui pourrait changer? Que peut-on y gagner? On peut déjà rester... Numériser déjà secteur financier ou secteur commercial? La numérisation, je pense que l'impact positif de la numérisation n'est plus à prouver, mais elle permettrait, cette réforme qui passerait notamment par la numérisation, permettrait déjà d'avoir de la transparence, de la visibilité et se sentir au moins sur un plan psychologique et émotionnel à l'ère du temps et à pouvoir espérer. Monsieur parlait de confiance et de pouvoir espérer. Il faut qu'il y ait des choses concrètes aujourd'hui. On est réduit à être content quand il y a une action administrative qui a été numérisée. Alors que parfois, c'est même contraignant. Le fait de vous dire, vous pouvez télécharger le formulaire sur un site, mais il faut l'imprimer et le ramener. Moi, je préférais aller le trouver directement imprimé au sein de l'administration et ne pas avoir à le télécharger. Vous voyez, donc on n'a pas besoin de mesurettes. On n'a pas besoin de faire patienter les gens en leur donnant une mesure par-ci, une mesure par-là. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. On est prêt à rester comme ça encore quelques temps, bien réfléchir. Et une fois que c'est lancé, accélérons et allons dans une rapidité qui aura été réfléchie auparavant. Donc numériser pour numériser, non. Mais numériser après avoir bien réfléchi et en sachant pourquoi on le fait, là oui, on est preneur, de toute façon on n'a pas le choix. Monsieur Megatli, sur ce point, donc peut-on relever le défi de la numérisation aujourd'hui en Algérie? Oui, je pense qu'on peut le relever à condition quand même qu'il y ait, vous savez, selon un rapport de la Banque mondiale, le pays le plus irrigué en Afrique, le plus irrigué avec la fibre optique, c'est bien l'Algérie. Mais un problème, c'est que la fibre, dans le jus dans la fibre optique, il n'y en a pas. Il est faible. On pourra aller rapidement si on accapare de l'Internet dans la fibre optique. On peut aller plus rapidement. Et là, moi, pourquoi je ne partage pas avec vous l'idée de dire qu'il faut aller plus rapidement, imprimer un document et aller à l'administration. Je pense que c'est une étape. Je pense que c'est une étape qu'il faudrait passer par là. Il faudrait passer par là et on souhaite que la prochaine étape, ça, directement, télécharger, imprimer de la part de votre bureau. Votre bureau, vous pouvez tout faire à partir de votre bureau. Mais à mon avis, il faudrait passer par cette étape-là pour pouvoir un petit peu aller très rapidement vers cette débureaucratisation. C'est un début. Non, mais il ne faut pas que ce début, il a raison, il ne faut pas que ce début s'éternise. Il ne faut pas que ce début s'éternise. Il faudrait que ce début soit un début et on passe rapidement vers d'autres choses. Prenons l'exemple du Centre national de registre de commerce. Oui. Aujourd'hui, il a fait quelque chose de très important. On peut faire plusieurs choses. Il a ouvert des passerelles. On ne demande plus maintenant les documents. C'est uniquement... C'est plus simple. Oui. C'est plus simple. Il va passer à la deuxième étape le mois de juin. Je voudrais juste réagir à ce que vous venez de dire. Déjà, merci de ne pas être d'accord avec ça, parce que je pense que c'est comme ça qu'on pourra trouver un milieu. Je ne partage pas l'avis, c'est tout. Hein. Oui, enfin, c'est un avis. Moi, je pense que si on devait poser une question très simple, la transformation digitale d'une entreprise, est-ce que c'est une question qui dépend des systèmes d'information ou du management stratégique? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça répond aux considérations de management stratégique. Parce que le numérique n'est pas un véhicule. Le numérique est une façon de penser l'économie, une façon de réfléchir le management. Les véritables stratèges en transformation stratégique ne sont pas des ingénieurs en informatique, c'est des ingénieurs en management. Et de là, on va vers de la sous-traitance et de l'implémentation technologique. Ça, c'est mon avis. Et je pense c'est là où c'est le bain dans lequel je suis et la vie que je porte. Et dans le même schéma,
la transformation de l'économie nationale devrait être d'abord stratégiée, puis implémentée numériquement. Oui. Si on était... Vous savez, nous avons 167 000, et je le dis entre parenthèses, je laisse les experts le confirmer, 167 000 kilomètres de fibre optique. Nous sommes plus connectés, nous avons plus de fibres, je crois, que tout le continent africain. Qu'est-ce que nous en avons fait? C'est avec ça que je réfute l'idée de la transformation. Voilà le paradoxe. Oui, mais c'est Parce que est-ce que la numérisation, est-ce une conséquence ou une cause? Tout le problème est là. Nous, on prend la numérisation comme un bien consommé pour transformer. Alors que la naissance, la numérisation a été une conséquence à un système de compétition que, sur le plan du management stratégique, a introduit un instrument qui permet d'améliorer la compétitivité et donc la performance. Ça s'appelle la numérisation. Là, quand on parle, on fait une confusion extraordinaire entre l'impression et la numérisation. Ouais. Pas l'impression. Imprimer un document, on est dans le stade de l'imprimant, qui est le deuxième âge du processus de développement, qu'on est à la 7e génération. Alors que là, c'est deux choses complètement différentes. Et quand on parle de numérisation, on est sur des systèmes d'information. On est des systèmes d'information qui permettent d'accroître de la compétitivité. Ça, c'est l'objectif stratégique. Maintenant, des objectifs intermédiaires, c'est la visibilité, c'est la traçabilité, etc., etc. Et donc, c'est de la jonction entre deux grands progrès dans le monde du management et le monde de l'informatique, qui a donné lieu à la création de systèmes élaborés de contrôle de gestion qui font que la performance est un mariage entre des options stratégiques en termes de management, maîtrise des opérations. Et donc, quand on parle de réorganiser l'administration algérienne, c'est dans ce sens où je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas de décréter une réalité, c'est de transformer une réalité. Et le processus de transformation, c'est des modes d'organisation complètement différents qui partent d'objectifs stratégiques complètement... Là, on est sur un objectif de répartition de la rente. Là, on est sur un objectif stratégique de création de richesse. Donc, le mode d'organisation est complètement différent. Confier la numérisation à une administration qui a échoué dans la répartition de la rente serait le plus grand paradoxe. Déjà, sur le départ, c'est impossible d'avoir de grands résultats. Les résultats seront faibles, seront coûteux, et il ne produirait pas les transformations. C'est pour cela que j'adhère complètement à la thèse de M. Benzitouni, qui est qu'il faut recalibrer la vision, redéfinir la formulation stratégique. Après, on a des instruments. Parmi les instruments, on aura la numérisation. Exactement. Avec les moyens que nous avons, M. Benzitouni, est-ce qu'il est possible donc, de passer à cette étape ? 2 millions de personnes qui sont prêtes aujourd'hui. Bien sûr, nous avons les moyens. On a beaucoup de moyens. Exactement. Et ça, c'est juste pour reprendre le chiffre. Hein. Mais réellement, nous avons les moyens tant que... Vous savez, on dit l'économie fondée sur la connaissance. La connaissance n'est pas sous terre, elle est sur la terre, elle est dans les cerveaux. Et tant que nous avons ça, nous pouvons. Ceci dit, il faudrait bien utiliser ces moyens et bien les orienter, les laisser faire. Je vais prendre un exemple. Je vais rester encore dans la vie universitaire. C'est un chiffre qui me hante depuis une semaine. En discutant avec un jeune ingénieur dans le développement, dans les énergies renouvelables, il me dit, tu sais, Chemsidine, nous avons en Algérie 16 universités qui forment des ingénieurs aux énergies renouvelables et les étudiants diplômés sont au nombre de 22 000, tous au chômage. Pas qu'ils ne travaillent pas, mais ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire contribuer à une chaîne de valeur dans cette filière-là. Non pas parce qu'on n'a pas voulu les recruter, ou parce qu'il y a une bureaucratie, ou une ma'rifa, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas ces postes, parce qu'il n'y a pas cette filière, elle n'existe pas. Comment faire pour la créer? Ça serait bien de leur donner un cap et les laisser créer. Et là, on met en jeu le levier entrepreneurial. Bien sûr. Vous voyez? Donc, 22 000, c'est une capacité. Le cap, il faut le fixer. On est en train d'attendre aujourd'hui la vision en matière de transformation énergétique, enfin transition, pour reprendre le terme exact, et il faudrait les positionner quelque part. Sur cette filière, de ce que je sais moi, de ce que j'entends dire les experts, nous avons environ 4 étapes du mix énergétique jusqu'à l'innovation. Et nous pouvons les faire intervenir au niveau de l'étape de l'innovation, les laisser créer des services. Pour donner un chiffre, ailleurs dans le monde, une start-up a été rachetée par Google à 4 milliards de dollars juste parce qu'elle a créé un thermostat. Oui.
Merci beaucoup. Merci en tout cas, Monsieur Shamseddine Bezetouni, président donc, de Gilles Capsé. Merci à vous également, Monsieur Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Merci à vous, Monsieur Mahfoud Megatli, secrétaire général de la CGEA. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Jeudi Économie. Nous dirons économie la semaine prochaine. Merci.